Du coup, bienvenue pour cette matinale du CLT qui devait donc du coup se dérouler normalement en format physique, bien sûr, comme vous pouvez vous en douter, où on l'a passé en format webinar pour des questions de contexte sanitaire. Aujourd'hui, on a le plaisir de vous présenter donc les atouts de ce matériau, notamment au travers de la construction Le Haut Bois, un événement co-organisé avec plusieurs structures, donc avec le soutien du Codifab, organisé avec le CLT France, Fibois Aura et le CNDB. Donc, juste avec quelques petites règles de préambule. Donc, vous avez tous l'habitude maintenant, je suppose. Pour ce webinaire, vous allez voir et entendre uniquement les intervenants. Vous, en tant que participants, vous avez la possibilité de nous poser vos questions directement dans le chat. C'est accessible à tout le monde. Donc, on traitera en fait vos questions, commentaires ou autres à la fin du webinaire. Vous pouvez voir ici tous les intervenants qui vont présenter leurs travaux, en tout cas pour cette 1h15 de présentation, donc avec Sarah Larossi, directrice générale du CNDB, Jean-Marc Pauget qui vous présentera les atouts de ce matériau-là, le bois. Ensuite, Clément Quinault, du coup de l'UICB qui représentera CLT France. Benjamin Mermet, du coup prescripteur chez Fibois Aura. Ensuite, Pierre Paillard, directeur du développement chez Actis. Jacques Félix Faure, architecte chez Atelier 17C. Et enfin, Romain Cognier, directeur de travaux chez SDCC. Et on terminera ensuite, comme je vous disais tout à l'heure, par un temps de questions-réponses à la fin du webinaire. Je vais laisser la parole tout de suite à Sarah Larossi. Bonjour à tous. Donc, en effet, merci Amandine. On est ravis de vous accueillir. Je vois que le compteur des participants s'affole. Nous sommes déjà à 205 présents ce matin, d'où l'intérêt pour le CLT et du coup pour le bois. Donc, on est ravis de vous accueillir. C'est un événement et une action collective portée à l'initiative de CLT France, donc de l'UICB et Clément Quinault, qui représente la structure aujourd'hui, et organisé par plusieurs structures, comme le disait Amandine, donc Fibois Aura et Fibois Isère, coordonnés par le CNDB, avec le soutien du Codifab. Donc, on est vraiment ravis de vous accueillir. Je tenais simplement à vous repréciser quelques petites informations concernant le CNDB, que vous connaissez pour la plupart. Donc, le CNDB, c'est le Comité national pour le développement du bois, association loi 1901 créée il y a 30 ans maintenant, et qui accompagne les acteurs de la maîtrise d'œuvre, maîtrise d'ouvrage à concevoir et à construire en bois. Donc, on est ravis d'accomplir cette mission au quotidien depuis 30 ans. Nous avons donc 3 pôles de compétences au CNDB, la formation, l'information, la promotion et la communication. Donc, vous pourrez retrouver toutes ces informations, bien sûr, sur notre site internet, tout comme vous pourrez retrouver d'ailleurs, j'en profite, toutes les informations relatives aux autres partenaires, donc que ce soit l'UICB, CLT France, donc directement sur le site de l'UICB, ou Fibois Aura, Fibois Isère, directement sur les sites dédiés. Donc voilà, 3 pôles de compétences à votre disposition. Et puis j'en profitais pour également vous préciser nos prochaines actualités, parce que vous êtes souvent en demande quand on organise ce type de webinaire. Quelles sont les prochaines actualités du CNDB? Donc, en fait, les prochaines actualités, c'est un événement toujours en format webinaire, parce que les contraintes sanitaires nous imposent ce format et visiblement, il vous convient. Donc ça nous va plutôt bien. Le 7 décembre, de 8h45 à 13h, avec un événement en ligne avec nos partenaires de l'INTEC, l'Union des économistes de la construction bois, autour de 6 startups du bois innovantes. Et puis avec une série de documents que vous recevez au compte-gouttes par emailing, détails d'architecture, et dont vous recevrez d'ici, je pense, quelques jours, la deuxième salve, je dirais, dédiée à la diagonale. Voilà, donc je ne m'éternise pas plus. Je vous souhaite à tous un très très bon événement. Vous avez tous nos outils pour nous retrouver tout au long de l'année, être informés des actualités, que ce soit du CNDB, mais aussi des autres acteurs de la filière comme l'UICB, CLT France, FIB et les différentes Fibois, les différentes interprofessions régionales Fibois également. Donc, la newsletter mensuelle du CNDB, n'hésitez pas à vous inscrire sur le site, et puis les différents réseaux sociaux. Merci à vous et puis bonne réunion à tous. Pardon, donc bonjour à tous. Donc je suis Clément Quinault, responsable des affaires techniques au sein de l'Union des industriels et constructeurs bois. Donc l'UICB, c'est 250 entreprises adhérentes réunies par groupement. Donc il y a différents groupements, dont le groupement CLT qui
qui est aujourd'hui tout particulièrement concerné. Donc, l'objectif de l'UICB et du groupement CLT de l'UICB, c'est de promouvoir le CLT et on remercie fortement le CNDB et FIBOA d'avoir accepté de mener l'action des matinales. Et c'est une action qui dure déjà depuis quelques années et c'est toujours autant un succès. Donc, merci à tous les acteurs pour cet événement. Donc voilà, en quelques mots, on réalise différents travaux collectifs, soutien technique, lobbying normatif et réglementaire. On a participé fortement à l'élaboration de la réglementation environnementale 2020. Parmi les actions principales pour ces derniers temps et on fait différentes actions de communication avec nos partenaires réguliers que sont les organisateurs de l'événement d'aujourd'hui. Donc voilà pour les grandes lignes. Je vous laisse prendre contact soit directement avec moi ou sur le site UICB ou CLT France pour plus d'informations. Et je vous laisse entre les mains attentives et attentionnées de FIBOA et du CNDB pour la suite de cet événement. Merci Clément. Bonjour à tous, donc Benjamin Mermet, je suis prescripteur bois construction au sein de FIBOA Vindre-en-Alpes. Donc quelques mots sur le réseau FIBOA. FIBOA, donc c'est une association interprofessionnelle de l'ensemble de la filière forêt-bois. Donc ça va du propriétaire forestier au professionnel du bâtiment, en passant par l'ensemble de l'amont forestier, les professionnels du bois énergie, le secteur de l'innovation, mais aussi la valorisation et promotion des métiers de l'emploi. Petite spécificité régionale, comme vous le voyez sur la carte par rapport aux autres régions françaises. Historiquement, nous avons sur le secteur Rhône-Alpes des interprofessions territoriales qui permettent au réseau de répondre aux problématiques de territoire et comme ça être au plus proche des professionnels. C'est dans ce cadre-là que FIBOA Vindre-en-Alpes et FIBOA Isère, on a répondu positivement encore une fois, parce que ça doit être la 3e matinale qu'on organise sur la région Vindre-en-Alpes. La première est en 2016, une des toutes premières des matinales CLT. Donc on a répondu à cette action, encore une fois, nationale, portée par le CNDB et CLT France pour cette organisation. Donc FIBOA Auvergne-Rhône-Alpes et l'ensemble du réseau, on reste à votre disposition pour vous accompagner dans vos projets de construction et rénovation avec le bois, comme nous l'avons fait avec Actis depuis le début. Et je vais laisser la parole au CNDB et à l'ensemble de l'équipe de maîtrise d'ouvrage et maîtrise d'œuvre pour parler du CLT et du projet au bois. Donc, on va laisser la main à Jean-Marc. Bien, bonjour à tous également. C'est donc moi qui vais démarrer un petit peu cette réflexion sur le CLT avec une présentation. Donc 3 séquences, une petite séquence où je vous montrerai un petit peu la naissance du produit et comment il est fabriqué. Ensuite, quelques opérations nationales et internationales. Et puis enfin, quelques mots sur des aspects techniques et réglementaires sur l'usage du CLT. Alors, un petit point d'histoire déjà, c'est une technique qui a été mise au point en France en 1947 par un ingénieur qui s'appelait Pierre Gauthier. C'est une évolution significative dans l'usage du bois puisque cela implique la nécessité désormais de sécher artificiellement le bois, puis de le presser et de le coller. Et ça, c'est un petit peu une nouveauté. Dès 1948, ce type de panneau sera commercialisé par une société qui s'appelait Rousseau pour la réalisation de parois de silos agricoles et puis des supports de couverture, essentiellement. Et puis un bâtiment qui va le rendre assez connu, c'est la maison de Jean Prouvé, que vous connaissez probablement tous, à Nancy, qui utilisait des composants industriels et on voit que le CLT est présent au niveau de la toiture. Alors ce type de panneau, eh bien, il faut que je retrouve la petite flèche. Voilà. Ils reprennent des techniques du lamellé-collé et du contreplaqué, c'est-à-dire le principe du collage de lamelles en bois massif et puis le principe du croisement des couches. C'est un héritage de ces 2 techniques, contreplaqué et lamellé-collé.
Alors, autre exemple, un petit peu plus tard, c'est une dizaine d'années après, c'est en 1956, c'est l'établissement thermal qui a été réalisé par l'architecte Maurice Novarina, qui a beaucoup œuvré dans les Savoies, et l'ingénieur Jean Prouvé, avec une série de piliers en Y qui viennent accueillir des plaques de CLT reprises par des potelets métalliques latéralement. Et ces panneaux ont une très faible épaisseur puisqu'ils font en fait simplement 30 mm. Alors, les méthodes de production, d'abord l'intérêt de ce panneau, c'est de s'affranchir d'une pièce de bois classique, qui est une pièce linéaire, mais désormais de pouvoir utiliser des éléments qui soient plans. Ça, c'est une grande nouveauté. Et vous voyez mon curseur? Oui. En fait, ça va permettre d'utiliser également des éléments de bois qui sont généralement plus difficiles à commercialiser. Les pièces centrales d'une pièce de bois seront les plus prisées, mais les pièces latérales sont moins utilisables et grâce au panneau de CLT, on va pouvoir incorporer dans la masse du panneau des bois de moindre qualité. Donc, ça va permettre de valoriser des qualités moindres de la ressource forestière. Hop, j'étais un petit poil trop vite. Alors, les panneaux sont composés de planches croisées de différentes couches. Le nombre de couches est toujours impair de manière à s'assurer de la stabilité du panneau. On a du 3, 5, 7 plis généralement, voire 9, dans certains cas même 11 plis, avec une finition qui peut être brute ou alors une finition visible. Alors voilà quelques vues d'une production d'un panneau de CLT. Tout d'abord, en haut à gauche, eh bien, vous avez l'ensemble des planches qui sont alimentées via un tapis. On a ensuite un encollage qui est fait sur l'ensemble des planches. Un deuxième lit de planches est amené avec un dispositif qui va pouvoir assurer la rotation pour les poser perpendiculairement. Et ensuite, à nouveau, un lit de colle. Et ainsi pour 3, 5 ou 7 couches suivant le cas. Puis ensuite, un pressage vertical, puis un pressage latéral. Alors, les valeurs de pression peuvent être différentes suivant les process. Et on arrive donc à un panneau. Pour ensuite arriver à la deuxième phase qui va être la taille de ce panneau. Par exemple, vous avez la réalisation d'une ouverture avec un outil type défonceuse qui va réaliser les 4 angles de l'ouverture, un élément circulaire qui va liaisonner ces 4 points, puis ensuite on va élinguer et enlever l'élément central. On a la possibilité d'avoir de très bons niveaux de finition grâce aux outils. On peut même avoir des feuillures, si l'on le désire, dans les ouvertures. Et puis des éléments 3D qui vont pouvoir faire différentes coupes biaises sans aucun problème. Voilà pour la fabrication. En termes d'usage, eh bien, on va utiliser ces panneaux en plancher, bien évidemment, où ils vont pouvoir servir de diaphragme, ce qui est très intéressant structurellement. Et ils vont pouvoir également faire des porte-à-faux importants. On va les utiliser verticalement en mur et en voile travaillant, dans lesquels ils vont assurer la stabilité du bâtiment. Et puis, on peut également les utiliser en toiture, que ce soit en toiture plate, voire en toiture pentée, avec des systèmes de coques, tels que l'on voit ici. On a la possibilité d'avoir des faces visibles, et là, il faut voir avec les fabricants, puisque certains fabricants peuvent vous proposer une face choisie avec une essence particulière, ou une qualité particulière. Là, vous l'avez un exemple dans une maison particulière. Et puis, par exemple, ici, c'est lors de la dernière matinale CLT, on a visité la salle polyvalente de Maromme, que vous voyez sur la photo, qui est réalisée en CLT et pour lequel l'architecte a souhaité que le CLT reste apparent à l'intérieur, donnant cette couleur un peu chaude à l'intérieur. Pour l'utilisation du CLT, on a 2 modes de chargement. On a le chargement à plat, qui est généralement le plus fréquent, qui est le plus efficace, qui permet de charger entre 250 et 500 mètres carrés de panneaux par camion. Très pratique, puisqu'il permet à la fois de lever directement le panneau et de l'emmener, de le poser pour faire un plancher, soit de l'élinguer, de le mettre en position verticale et l'amener au niveau des murs. L'autre solution, c'est le transport en chargement vertical, un peu moins prisé, puisque là, dans ce cas-là, pour les murs verticaux, cela va bien marcher. En revanche, pour un plancher, il va falloir le reposer
horizontalement pour ensuite le réélinguer et le déplacer. Un petit peu plus compliqué. Bien évidemment, tous les panneaux doivent être amenés au niveau du chargement dans l'ordre du montage pour que ça se déroule dans les meilleures conditions. Voilà, donc en gros, les grandes phases quand on va travailler en CLT, c'est la fabrication et la taille, la découpe de ces panneaux. Ensuite, une action de logistique et de transport, d'acheminement sur site. Puis ensuite, une phase de levage sur chantier. C'est un matériau alors, qui est intéressant sur le plan environnemental, bien évidemment. C'est une ressource qui est renouvelable, c'est du bois, c'est du biosourcé. Ce sont des bois qui viennent de bois qui bénéficient de certification, généralement PEFC ou FSC, et qui ont un bilan d'énergie grise faible. On dispose aujourd'hui de fiches FDES. Alors, il y avait avant une fiche FDES générique qui a été remplacée par une fiche collective pour les producteurs français. Et les fabricants étrangers sont en cours de finalisation de leur FDES. Et puis, bien sûr, chaque fabricant peut avoir fait sa fiche FDES individuelle, vous en trouverez. Toutes ces fiches sont disponibles sur le site de l'IGNES ou sur le site catalogue construction bois et sont à votre disposition. Là, j'ai été un tout petit peu trop vite. Alors, j'en profite pour dire un mot sur la réglementation, puisque c'est dans l'actualité. On a la RE 2020 qui va arriver à son terme. Aujourd'hui, on sait qu'on va avoir un indicateur des émissions de gaz à effet de serre avec un plafond à ne pas dépasser, qui va donc automatiquement prédisposer tous les matériaux biosourcés. Un indicateur du stockage de carbone biogénique qui devrait rester informatif, là il n'y aura pas de valeur imposée. Et puis un dernier point qui est peut-être encore en discussion, c'est la valorisation du carbone stocké pendant la vie du bâtiment via des ACV dynamiques plutôt que statiques. Vous savez qu'aujourd'hui, quand on utilise du bois, on considère qu'en fin de vie, une partie du carbone est redégagée et le stockage temporaire n'est pas valorisé. Désormais, il y aura un élément qui permettra, un indicateur qui permettra de le valoriser. Et ça, c'est très précieux pour les éléments biosourcés du bâtiment. Le timing, ça passe vite. Alors, je vais vous présenter quelques opérations. Je vais passer assez rapidement, c'est plus des flashs. Alors, une que j'aime beaucoup, par exemple, sur la gauche, on est aux Pays-Bas dans une zone naturelle qui est assez unique en Europe d'ailleurs. Et un bâtiment a été réalisé pour accueillir les visiteurs, pour observer les oiseaux dans l'espace naturel. Et l'architecte a conçu une espèce de promontoire qui va au-dessus de l'eau et qui permet d'observer les oiseaux. C'est rendu possible grâce aux plaques de CLT qui vont permettre de faire cet immense porte-à-faux. Sur la droite, c'est une école primaire réalisée au Royaume-Uni qui utilise l'effet plaque du CLT pour réaliser des coques qui abritent chacune une classe et qui s'emboîtent les unes dans les autres, qui vous rappelle bien sûr un opéra célèbre. Le restaurant de l'Étoile du Nord, il se situe dans la gare du Nord à Paris. Il utilise ce principe de coque, de grand portique réalisé avec du CLT. Et petit détail quand même, le bois a été choisi ici pour des raisons de sécurité incendie. On sera amené à en reparler tout à l'heure. Sur la droite, c'est un bâtiment qui est assez étonnant. C'est pour les diaconesses de Saint-Loup, c'est une congrégation religieuse qui devait faire une réhabilitation de leur bâtiment et était prévu un bâtiment en toile temporaire. Pas très élégant pour l'office. Et les archis ont proposé d'utiliser du CLT brut, sans aucune isolation, absolument rien, en s'inspirant de l'art de l'origami et des pliages. Ainsi, les formes plissées ont une très bonne stabilité, une grande rigidité structurelle. Et finalement, simplement en emboîtant ces panneaux, on arrive à un bâtiment plein de poésie et qui ravit les diaconesses. Alors, quelques petites choses, mais je vais passer rapidement. Alors, on peut faire des choses, des tours d'observation. Une tour d'observation qui a été réalisée avec des panneaux de CLT de 12 mètres de hauteur sur votre gauche. Au milieu, une éolienne, pas très fréquent, une éolienne qui est en bois, qui mélange le lamellé collé et sur la peau extérieure des panneaux de CLT. Alors, le CLT peut être composé avec d'autres matériaux. C'est le cas dans le bâtiment universitaire qu'a fait Pascal Gontier. On trouve du CLT, on trouve du bois massif, on trouve différents composants industriels bois. Et sur la droite, vous voyez qu'on peut même arriver à faire des cages d'ascenseurs en CLT.
Dans la réhabilitation, par exemple, sur la gauche, vous avez une opération qui a été réalisée à Bondy avec une extension des logements sur l'extérieur. Vous avez une base de fondation au niveau rez-de-chaussée et ensuite des petites cellules préfabriquées viennent s'empiler et amènent des mètres carrés supplémentaires et surtout une isolation phonique au niveau des logements. Alors, le domaine dont on parle beaucoup actuellement et qui va faire l'objet de la suite, c'est les bâtiments, le logement de moyenne et grande hauteur. Alors, vous en avez des exemples, 2 exemples sur Paris et puis un à Saint-Dié sur la droite. Vous remarquez sur ces 3 exemples qui sont en CLT, on a différents types de vêtures. Sur la gauche, on a du bois, ce qui est tout à fait possible dans le cadre du DTU. Vous avez du métal, là aussi on est en technique traditionnelle. Vous pouvez avoir de la brique sur le bâtiment sur la droite qui est celui qui a été réalisé par ASP et pour lequel désormais on a un document bardage rapporté de terre cuite sur construction CLT qui est disponible. Alors on a une éclosion de bâtiments de grande hauteur un petit peu de partout dans le monde et en particulier en Europe. Celui qui a lancé le mouvement, c'est peut-être celui qui est ici en bas à gauche, c'est l'immeuble de R+8 à Londres, qui est un immeuble de logement, qui initialement devait être réalisé avec une cage béton et un système bois autour. Et finalement, ayant des difficultés à gérer les problèmes de tassement, les architectes sont passés entièrement en système bois. Il n'empêche que le mix béton-bois est tout à fait intéressant. Sur cette réalisation à Vancouver, qui est aujourd'hui livrée, qui est finalisée, la mixité a été gardée, mais vous avez un dispositif particulier, vous le voyez sur les petits croquis à gauche, qui élimine les problèmes de tassement, ne gardant que du bois debout, et les éléments horizontaux ne sont jamais comprimés. À Strasbourg, l'opération de 146 logements R+11 a été livrée. Je crois que c'est l'opération la plus haute aujourd'hui en France qui a été livrée. Et puis en cours, on a Hyperion, 96 logements, qui est en cours à Bordeaux, en cours de réalisation. Et puis en projet, la Tour Silva, qui mélange CLT et système exosquelette. Voilà. Alors je passe rapidement. Comme on est en région Rhône-Alpes, vous savez qu'on a de la neige, on a des stations. Et quand on travaille en altitude, ce qui est important, c'est l'approvisionnement des matériaux. Et ce qui va coûter cher, c'est les rotations d'hélicoptères. Donc plus les matériaux sont légers et compacts, plus c'est intéressant. Et là, le bois trouve facilement sa place. Voilà, je passe rapidement parce que je vois que le temps passe. Alors, le CLT peut se prêter également au tridimensionnel, puisqu'on parle beaucoup maintenant de fabrication hors site. Par exemple, cette opération au Cordier qui va être livrée, elle est en cours, elle va être livrée pour la saison si elle démarre. Les cellules sont entièrement préfabriquées en atelier, vous les voyez ici en termes de levage. Vous avez une photo que j'ai prise sur le chantier, la cellule est complètement terminée, il ne restera que l'interface à gérer. Ces cellules sont constituées de murs en CLT pour les 4 premiers niveaux, puisqu'ils reprennent l'essentiel des charges. Et pour les 4 niveaux supérieurs, c'est de l'ossature qui a été mise en place, puisqu'on n'avait pas besoin de reprendre autant de charges. Et donc, c'était donc une économie de matière et donc financière. Je vais passer rapidement parce que je vois que le temps passe. Un très beau gymnase sur la gauche, alors le CLT s'y prête très très bien, et dans le cas présent, les architectes voulaient reprendre le thème des bâtiments industriels qui étaient sur la ZAC du Bonlay, et ils ont repris le principe des chaînes en faisant ces énormes caissons qui sont en CLT, qui ont été préfabriqués à côté du chantier, et ensuite levés directement sur la charpente. Alors, troisième volet, quelques éléments sur les techniques constructives. Sur l'aspect réglementaire, nous sommes sur une technique qui est dite non traditionnelle et qui ne dispose pas d'un DTU. Cela signifie donc que pour l'utiliser, il va falloir bénéficier d'une procédure d'évaluation particulière. Ce sera le plus souvent un avis technique ou alors un DTA, document technique d'application, qui viendra compléter un avis technique européen. À ce jour, si vous allez sur le site du CSTB, vous verrez, je crois que je les ai comptés, il y a 11 fabricants européens qui disposent d'un avis technique et 3 fabricants français qui en fabriquent mais qui n'ont pas d'avis technique. Pour utiliser le CLT, eh bien, vous avez un document de référence aujourd'hui qui a été réalisé dans le cadre de ce qui s'appelait RAGE, Règles de l'art Grenelle Environnement, et qui est devenu PACTE. Ce document s'appelle un guide pour les panneaux massifs bois contre-collés.
Il est disponible sur le site Programme Pacte ou sur le site du CNDB dans lequel vous pourrez le retrouver. Il reprend toute une série d'éléments, conception et dimensionnement, conditions de fabrication et mise en œuvre du CLT, avec de nombreux détails techniques qui vous sont indispensables si vous voulez mettre en œuvre du CLT. Et il est même complété par un petit document qui s'appelle les calepins de chantier, également téléchargeable sur Programme Pacte. Sur la performance thermique. Alors, quand on va travailler en CLT, on va généralement mettre une ITE qui va permettre de gommer l'ensemble des ponts thermiques et de fait va donner une bonne performance au bâtiment. Et si on prend l'exemple d'une résistance thermique cherchée de l'ordre de 6,5, 6,5, 6,4 exactement, et bien avec un mur en béton armé, on va avoir une partie structurelle de 20 cm, on va devoir mettre 22 cm d'isolant, ce qui va nous donner une épaisseur de 42 cm. En CLT, on va pouvoir avoir moins d'épaisseur structurelle. Le matériau étant lui-même isolant, on va pouvoir diminuer l'épaisseur de l'isolant rapporté et on va arriver à une épaisseur globale de 31, d'où finalement pour une résistance thermique équivalente un gain de 10 cm sur l'enveloppe. Ce n'est pas négligeable, ça peut être intéressant dans certains cas. Le pare-vapeur va être disposé de manière classique côté intérieur si on a un plénum, qui va nous permettre de passer les réseaux dans le plénum, voire une contre-isolation, ou si on veut garder le CLT apparent, du côté extérieur du CLT. Et dans ce cas, alors ça va être un petit peu plus compliqué, puisqu'il va falloir prévoir toutes les réservations pour passer l'ensemble des réseaux, réservations qui seront réalisées dans les ateliers du fabricant. On peut réaliser l'étanchéité à l'air par les panneaux. C'est à réfléchir quand même au coup par coup, parce que si on a un bâtiment compliqué, c'est peut-être pas évident, mais c'est quelque chose qui est possible en s'équipant de dispositifs d'étanchéité, joints comprimés, plus scotchage sur l'ensemble des panneaux. En termes d'acoustique, alors on ne peut pas utiliser la loi de masse, bien évidemment, donc on va utiliser la règle de masse ressort masse pour arriver à des niveaux d'acoustique satisfaisants, notamment dans le logement. Avec deux manières de procéder, soit un mur central auquel on va adjoindre deux éléments montés sur des rails indépendants, ce qui va leur permettre de vibrer de manière indépendante de la paroi qui est à côté. Les ondes sonores vont donc être arrêtées, ne vont pas être transmises. Ou alors de travailler avec un dispositif de double mur, comme on le ferait dans une ossature bois tout à fait classique. Au niveau des planchers, on va avoir en partie supérieure une masse rapportée sur un résilient, et puis en partie sous-face, un isolant qui sera filant et une double plaque de plâtre, généralement à minima, pour pouvoir répondre à la réglementation acoustique logement. On peut dans certains cas, je dis bien dans certains cas, avoir le CLT qui puisse rester apparent en sous-face, ce qui demandera de reporter l'ensemble du complexe pour l'acoustique et les réseaux en partie supérieure. Enfin, alors quelques mots sur le feu, bien sûr, qui est un élément très important. Sur la droite, vous avez un petit croquis qui vous exprime l'avancée, le comportement d'un élément de CLT qui ferait 148 mm après une heure de feu, côté droit. Vous allez avoir une partie carbonisée sur 36 mm et on aura une température de 970 degrés à cet endroit-là. La température va baisser, puisque le bois est isolant, pour arriver à une température de l'ordre de 20 degrés au niveau superficiel. Donc vous voyez les caractéristiques assez intéressantes vis-à-vis du feu. Ça permet de conférer d'une manière générale un niveau REI 30 minutes pour un panneau supérieur à 60 mm et supérieur REI 60 pour un panneau supérieur à 120 mm, de manière générale. Et puis enfin, sur le feu, je pense qu'on en reparlera tout à l'heure. Alors bien sûr, on a une évolution de la réglementation en 2020 qui dit que désormais, une solution doit comporter des éléments classés à minima A2 ou qualifiés d'un document ayant valeur d'appréciation de laboratoire. Un document a été réalisé par la filière qui est disponible et qui a valeur d'appréciation de laboratoire et donc sur lequel vous pouvez vous appuyer dans vos réalisations. Ce document est disponible sur le site du CNDB, vous pouvez le retrouver, ou sur le site du Codifab, et il vous présente plusieurs solutions possibles,
soit CLT mixé avec de l'ossature, soit CLT complet. Voilà, je crois que je suis pile dans les temps, donc je m'arrête. Je vous rappelle juste de 2 sites importants pour vos travaux. Le site catalogue Bois Construction, dans lequel vous allez retrouver la description des ouvrages pour les faire en CLT et surtout leurs caractéristiques, feu, thermique, acoustique. Et puis le site du CNDB qui vous redrivera vers des éléments type rage réalisés par la Codifab. Voilà. Parfait, merci Jean-Marc. Donc, on va passer à la présentation de Pierre. Alors, je vais vous donner la main tout de suite. Et voici. Bonjour à tous. Je suis Pierre Perrard, directeur du développement et du patrimoine d'Actis, de bailleur social métropolitain. Alors, je cherche le petit. Voilà. Donc, Actis, c'est un organisme qui est l'organisme de la métropole de Grenoble. On a un petit peu d'ancienneté puisqu'on a été créé en 1920. On vient de fêter nos 100 ans avec une particularité, c'est que étant historiquement le bailleur de la ville de Grenoble jusqu'au début 2017, on a l'essentiel de notre patrimoine sur la ville de Grenoble. Voilà, je vous laisse un peu lire les différents points caractéristiques de notre organisme. Peut-être un élément assez important, c'est que vous voyez qu'on perçoit à peu près 54 millions de loyers par an et on en réinvestit après 5 ans. Donc c'est quand même un élément fort du développement de la métropole. Et puis, on est sur une production qui cherche à atteindre les 135 logements en moyenne. Et je dois dire que c'est un peu compliqué en ce moment avec tout ce qu'on rencontre. On a du mal à atteindre ce chiffre, mais on garde notre ambition avec des projets à venir. Et voilà, je vous en ferai un petit peu la publicité. On réhabilite aussi, c'est important, avec ce patrimoine qui est ancien en partie. Avec 200 logements réhabilités par an. Et vraiment, on tient cette ambition depuis plus de 10 ans. On est à 1750 logements réhabilités basse consommation à ce jour. Puis on a une petite actualité liée aux obligations réglementaires qui, compte tenu du fait qu'on a moins de 12 000 logements, nous conduit à devoir réfléchir très précisément au rapprochement avec un autre bailleur. Alors ce projet, pour rentrer tout de suite dans le vif du sujet, ce projet du Hautbois, eh ben, en fait, il n'est pas tombé du ciel et il s'inscrit dans une démarche qui s'est construite dans la durée. Et c'est dès 2000 qu'Actis a commencé à faire des projets qui sont mixtes bois-béton, avec un projet il y a plus de 20 ans quand même assez ambitieux de logement. On était à 63 décimètres cubes de bois par mètre carré. Voilà, ce projet nous a mis le pied à l'étrier, mais en fait, c'est dans les années 2010 qu'on a vraiment remis un vrai coup d'accélérateur sur ce type de production, avec plusieurs projets que vous avez sous les yeux et qui nous ont permis d'acquérir de la compétence et puis surtout de se rendre compte que nos locataires appréciaient beaucoup cet environnement bois. Ça renvoyait beaucoup, on a fait des enquêtes sur une image très valorisée de leur habitat. Et puis, même en évoquant une certaine sérénité, un bien-être, voilà, des éléments qui sont toujours positifs pour un propriétaire, y compris un bailleur social, et je dirais presque singulièrement un bailleur social. Au début des années 2010, on s'est conforté, notre conseil d'administration nous a aussi aidé à nous conforter dans cette voie et on a lancé plusieurs projets, dont les 2 que vous avez sous les yeux qui sont réalisés par Jean-Paul Roda, architecte, sur la presqu'île de Grenoble. Des projets dont on est très fiers, qui ont été nombreuses fois primés, et encore pas plus tard qu'au mois d'octobre, il a reçu un prix d'honneur au prix Constructive Alpes, qui a pour nous une grande importance, puisqu'il balaye un peu tous les volets d'un bâtiment, et pas que l'aspect architectural ou technique. C'est pour nous une vraie reconnaissance
importante et qui a toute sa valeur. Alors, parallèlement, en 2011, moi, j'avais fait un voyage d'études et qui avait été organisé par la ville de Grenoble et le CAUE. C'était à Munich pour parler justement de leur connaissance dans la construction en bois et de ce qu'ils savaient faire à l'époque. Et j'en étais revenu avec une vraie ambition en me disant, mais voilà, on n'avait vu que des maquettes, hein, mais on semblait vraiment qu'ils avaient un temps d'avance sur nous, et je me disais que ça avait du sens dans notre ville en transition, dans notre agglomération en transition, d'essayer de porter ce type de projet. Donc c'est ce qu'on a fait, d'autant plus que l'idée c'était de rattacher le projet à son territoire. On est dans un territoire où il y a beaucoup de bois, on se dit mais pourquoi pas plus l'utiliser? Alors on y reviendra, hein, le bois du Haut-Bois ne vient pas exclusivement ou même essentiellement de la région, mais en même temps il faut aussi engager des actions, sinon on n'arrive pas à développer la filière. Donc voilà, l'idée c'était d'intégrer un peu toutes les temporalités de la construction en partant du matériau et de son territoire. Travailler aussi sur la mise en œuvre en se disant voilà, il y a sûrement moyen de faire en sorte que on puisse construire un bâtiment de manière plus propre, moins envahissante pour l'environnement, plus pour l'environnement voisin, plus efficace et plus confortable pour les ouvriers qui y travaillent. Je pense que Jacques pourra développer ça dans les photos qu'il va vous montrer. Puis évidemment, la vie du bâtiment, je l'ai évoqué tout à l'heure, des éléments très importants pour nous et pour nos locataires. Et jusqu'à la fin de vie, même si c'est vraiment pas pour maintenant, mais Actis est très touché par des opérations en renouvellement urbain. Et dans ces opérations, il y a beaucoup de démolitions. Et quand on voit tous ces matériaux là qui partent en décharge, on dit qu'il y a peut-être un intérêt quand même à ce qu'on puisse refaire ça en matériaux recyclés. Alors le projet, il se voulait ambitieux. C'est un bâtiment qu'on a voulu en structure bois avec une performance énergétique visant le passif. On n'osait pas le contraindre, mais à l'époque, on disait la première fois qu'on essayait de faire un bâtiment passif, intégrant la double flux, le maximum de matériaux biosourcés, le bois étant déjà là. C'est un programme de 56 logements. Je vous destine à la composition qui c'est du logement familial pour locatif social, des granulométries assez classiques. C'est un bâtiment qui est en 2 volumes. C'est un plan masse qui avait été fait par l'archichef. Et à l'époque, moi, j'aurais souhaité, en tant que maître d'ouvrage, donner plus de liberté aux architectes pour faire un projet en bois. Mais en fait, si je voulais sortir le projet, voilà, on n'avait pas 50 terrains, donc on est parti là-dessus avec le travail qu'a pu faire l'architecte pour un peu revisiter les préconisations de l'archichef. Il y avait un point important que je signale là, c'est que dans cette ZAC, on n'a pas d'obligation de réalisation de parking en sous-sol, ce qui a été un point facilitant pour un projet de ce type qui avait de nombreuses ambitions, comme je viens de vous le dire, et puis en même temps de nombreuses contraintes. Et parmi elles, la contrainte sismique, en fait, on parle, Jean-Marc a présenté des projets en France entière. La spécificité de Grenoble, c'est qu'on est en zone sismique 4 sur 5 et qui contraint beaucoup les constructions, en béton comme en bois. Mais voilà, en bois, c'était une complexité supplémentaire puisqu'on avait moins de références sur ce type de hauteur. Alors, quand on s'est lancé dans cette opération, moi, ce que je préconise au maître d'ouvrage, c'est de ne pas y aller tout seul. Il faut savoir rester modeste et se faire accompagner. Nous, on l'a fait principalement par les partenaires que vous voyez là, c'est-à-dire le CAUE, le CNDB et puis Fibois, que ce soit au niveau isérois ou au niveau régional. Ça nous a vraiment permis de déjà bien connaître la filière, se dire aussi, pouvoir leur parler à la filière, leur dire attention, nous on veut sortir un projet, préparez-vous, leur donner de la visibilité, même si c'est jamais qu'un projet, mais quand même c'est 1500 mètres cubes de bois, et puis des techniques assez évoluées. Donc voilà, partager avec son réseau, c'était un élément important. Alors, comme je vous l'ai dit, ce projet, il s'inscrit dans cette ZAC, voilà, avec ses 2 volumes.
c'est assez intéressant parce que dans cette ZAC, nous, on a un autre bâtiment qui se situe là à quelques centaines de mètres à peine, qui est un bâtiment absolument classique en béton, avec une isolation par l'extérieur, chauffage urbain, voilà, tout à fait classique, mais avec un coût extrêmement performant, puisqu'on était à 1280 € par mètre carré de mémoire. Donc vraiment hors taxe. Voilà, c'est une des opérations les plus performantes qu'on ait pu faire à ce niveau-là. Et ça nous a toujours servi de référence pour examiner et analyser le coût du hautbois qui est largement supérieur à un peu plus de 1700 € par mètre carré. Alors, on s'est lancé après cette réflexion dans un concours d'architectes. On avait, ça c'est un élément aussi important, de retenir 4 équipes qui ont pu, 4 équipes tout à fait qualifiées, on a été très exigeants sur la composition de l'équipe. Vous voyez des gens quand même très connus. Et puis, notre équipe qui a été lauréate, c'est une équipe qui aussi nous a plu par sa composition. Hein. C'était, on voyait bien des échanges d'expériences et de connaissances entre 2 architectes ASP et Atelier 17C, donc un Vosgien, un local, 2 bureaux d'études, un de l'Est et aussi un local chambérien avec HV Conseil et puis Ingénierie Bois, et puis complété par 3 autres bureaux d'études, Terra Énergie, MMO, et puis EDA pour la partie acoustique, qui est effectivement un élément assez important dans toute la construction et conception du projet. Alors, j'ai ressorti 2 éléments d'analyse qu'on n'a pas l'habitude de faire chez Actis. Un portant sur les principes constructifs. On s'est fait aider par Jean-Marc d'ailleurs du CNDD pour voilà, de manière assez simple, en une diapositive, expliquer au jury comment était constitué chacun des projets. Et puisqu'on est sur une matinée CLT, vous verrez, j'espère que c'est suffisamment lisible pour vous, que l'essentiel des projets était en CLT. Avec quelques insertions de MOB, hein, de murs en ossature bois pour 2 projets. Mais enfin, l'essentiel, la structure porteuse était en CLT. Un document, je l'ai trouvé très bien parce que tout de suite, on pouvait voir comment les concepteurs avaient imaginé leur projet. Et puis, une deuxième grille d'analyse qui touche à l'analyse des risques. Pour nous, c'est un élément aussi très important, se confrontant à des choses qui avaient déjà jamais fait en France, c'était de se dire, voilà, finalement, quel risque on prend. On peut prendre des risques, nous, les bailleurs sociaux, on sait le faire, mais encore faut-il les mesurer avant de se lancer. Donc l'analyse, elle a été faite par Socotec. Elle s'est appuyée sur la connaissance des défaillances rencontrées en termes de possibilité de survenance, d'importance des conséquences et puis d'expérience des intervenants. Et on voit que sur cette analyse qui est intervenue en phase concours, la composition même de l'équipe et la compétence de chacun des membres avait été pris en compte. Et puis l'analyse spécifique des particularités de l'ouvrage, hein, de l'ouvrage proposé. Alors elle a porté sur les risques relatifs à la structure, à la durabilité et à l'entretien, à l'absence, le cas échéant, de référentiel, au confort acoustique, je l'ai évoqué, et à la sécurité incendie. Ça a permis, dans un document beaucoup plus détaillé que ce que vous voyez à l'écran, c'est d'identifier les points à risque, de montrer aussi là où il y avait des risques importants qui pouvaient avoir des conséquences sur les grands principes du projet, voire les choix architecturaux. Mais en même temps, il ne fallait pas non plus effrayer notre jury, les points relevant des bonnes pratiques, enfin, tout ce qui pouvait être rassurant sur chacun des projets. Ça a été une aide à la décision, ces 2 éléments ont été une aide à la décision assez importante. Je veux aussi dire que le choix du jury, ça a son importance. Nous, on avait eu la chance d'avoir vraiment un jury de très grande qualité. Hein. On avait réussi à mobiliser Dominique Gonin-Muller, Serge Gros du CAE, enfin, voilà, des gens qui ont une grande expérience du projet en bois au niveau national et international et qui nous ont vraiment aidés, qui ont vraiment animé le jury pour arriver sur des vrais questionnements et arriver à une décision
dont on ne regrette pas du tout. Hein. C'était vraiment la bonne, je pense. J'en suis même sûr. Alors, voilà, on a aussi, je n'ai pas regardé le temps, hein, j'espère que je suis encore dans le temps, une exigence de qualité. On est très vigilant là-dessus. On ne veut pas réussir un coup. Nous, ce qu'on veut, c'est construire du logement pour des habitants. C'est le cœur de notre métier. Notre engagement, c'est de construire pour les plus défavorisés. Donc, mais pas n'importe comment, et notamment quand on fait ce genre de projet. Donc, vous voyez, plusieurs certifications, et puis aussi, toujours dans une logique d'évaluation, de comprendre ce qui se passe. On a répondu à des appels à projets pour avoir des analyses sur ce bâtiment. Voilà, et bien pour passer la main à Jacques, je vous propose de voir un petit montage vidéo qui explique le processus de construction de ce bâtiment. Donc on part évidemment sur, évidemment, on pourrait le faire sur des pieux en bois, mais nous on l'a pas fait. On est parti sur un socle, pas un socle, une fondation en béton et une dalle béton. Et puis tout le montage du CLT avec les renforts structurels en acier. C'est quelque chose que j'ai un peu découverte au moment de la conception. Et j'étais un peu étonné quand on dit, mais il y aura autant d'acier que dans un bâtiment béton. Ah, ça m'a un peu fait peur. Bon, il y a un gros travail qui a été fait par l'équipe de maîtrise d'œuvre pour limiter la partie acier. Jacques y reviendra sans doute. Voilà, donc un projet qui est complètement recouvert. C'était aussi le choix du jury de l'architecture est retenu par le jury par une peau en zinc. L'idée, c'était vraiment de protéger complètement le bâtiment, et puis aussi, c'est que c'est pas toujours simple d'avoir du bois qui se grise, pas toujours bien intégré par les habitants. Donc là, vraiment, chose de tout à fait pérenne, protégé, robuste. Ça nous a rassuré, hein, c'est comme une opération de près de 11 millions d'euros. Il ne s'agissait pas d'avoir des problématiques d'entretien, de maintenance sur ce bâtiment. Vous avez quelques vues intérieures. Les gens ont bénéficié de vues extraordinaires sur les trois sites, trois montagnes qui entourent Grenoble. Alors, vous voyez là, on voit très peu le bois, c'est un peu notre tristesse, hein, mais pour des raisons incendie et acoustique, on n'a pas pu, on a été obligé de recouvrir l'ensemble de la paroi intérieure par un VA18. Voilà, du coup, on verra pas le bois, mais l'essentiel, c'est de développer une filière et d'intégrer le maximum de bois dans la construction. Je vous l'ai dit, hein, on doit être à 600, j'ai calculé, 660 décimètres cubes de bois par mètre carré. C'est 10 fois plus que ce qu'on faisait au début des années 2010. Je vous remercie. Je commence par une première diapositive qui nous met un peu dans l'ambiance du chantier. Voilà, vous voyez le plot de 5 niveaux. Je suis très heureux j'aurais préféré qu'on soit tous sur le chantier, c'est évident, mais je suis très heureux quand même de présenter là aujourd'hui dans ces conditions ce projet. Je voudrais dire que effectivement, le fait de vouloir partager sur ce projet-là, ça traduit vraiment notre état d'esprit, l'état d'esprit de tous les acteurs de ce projet. Parce qu'on a conscience que ce projet pouvait marquer un seuil. Quelque part, c'est une étape dans la construction en bois, et on souhaiterait vraiment que ce projet puisse servir à d'autres projets qui ont la même ambition. Alors, cette ambition, j'allais dire de manière un peu générale, que c'est essayer d'avoir le moins d'impact possible sur le site et sur le fait de construire. On sait qu'on peut améliorer les choses, on sait qu'il nous reste des étapes à franchir, mais nous savons aussi qu'il fallait passer par ce projet pour continuer à avancer. Donc notre démarche, c'est une démarche prospective, c'est une démarche pour une reproductivité. Cela nous donne une lourde responsabilité, et on souhaite que ce projet soit un projet avec un caractère exemplaire. Alors aujourd'hui, je parle au nom de toute l'équipe. Pierre l'a présenté tout à l'heure, hein, notamment mes confrères ASP. J'aimerais aujourd'hui peut-être parler un peu plus de technique.
Alors, je vais changer de diapo, voir si tout va bien. Voilà. Alors, la première chose que je souhaite dire, c'est quand même que, avant de parler technique, comme Pierre l'a évoqué, il s'agit d'abord d'un projet qui a une vocation d'accueillir des familles. Et c'est un projet où le verbe habiter doit prendre tout son sens et où la technique dont nous allons parler est mise au service des qualités d'usage et architecturales de ce projet. Alors, vous voyez, hein, juste pour vous situer, ce petit schéma-là permet voilà, de vous rappeler l'organisation très simple de notre architecture. On a donc environ, suivant certains niveaux, 8 logements par niveau. D'accord ? Au total, on a 56 logements. Et chacun des logements a une double orientation. Chacun des logements reçoit, on l'a vu, un balcon. D'accord ? Et l'ensemble est organisé autour d'une cage d'escalier centrale qui incorpore les ascenseurs. On va en reparler. Mais tout d'abord, quand je vous montre cette photo, je peux vous dire que c'est pas souvent quand même qu'à Grenoble, on voit un plot en bois de ce type-là. C'est pas souvent qu'on voit un bâtiment en bois. C'est-à-dire que vraiment, c'est une longue histoire quelque part. Ce que vous voyez à l'écran, c'est le plot qu'on appelle, nous, de 5 niveaux, le plot R+5, d'accord, qui est au nord de la cage d'escalier centrale. Et puis, bien sûr, à ce niveau-là, vous aurez le plot en R+8, hein, qui va compléter le plot en R+5. Dans le cadre de cette matinale, on va s'arrêter donc sur quelques points singuliers. On ne peut pas tout expliquer, hein, parce qu'on a 20 minutes, mais j'espère que ces points vont vous donner des éclairages sur à la fois le côté un peu novateur de ce projet, mais en même temps sur notre très forte volonté à maîtriser le projet. Alors, il faut peut-être commencer par la première étape d'un chantier, hein, par les fondations. Ce premier point, il est fondamental. Il met en avant la qualité des constructions en bois. Alors, si vous regardez bien sur cette diapo-là, vous avez les fondations de la cage d'escalier centrale, hein, la cage d'escalier qui est en béton. Et là, vous voyez que les fondations, elles font à peu près 3,50 m de haut. Si on regarde l'autre diapo, on voit que de part et d'autre de cette cage d'escalier, on a donc des langrines qui vont recevoir les deux plots en bois, hein, un en R+8 et un en R+5. Et on passe de fondations, non pas de 3,50 m, mais des fondations qui vont faire environ 1,80 m avec quelques plots. Donc, vous voyez, on diminue par deux déjà la dimension, la hauteur des fondations. Si je regarde cette autre diapo-là, il se trouve qu'en même temps que l'on construit notre projet, à côté de ce projet-là, il y a un projet tout en béton qui est à la même hauteur que le nôtre. Ce projet-là, c'est un immeuble qui a demandé d'une part un renforcement de sol avec ce qu'on appelle des inclusions verticales, hein, c'est des systèmes d'aiguilles qui sont mis tous les 2 mètres. Puis au-dessus de ce renforcement de sol, on a créé un vide sanitaire et au total, on a environ entre 9 et 10 mètres d'épaisseur, c'est-à-dire que le sol a été énormément modifié. Quand on sait qu'à Grenoble, on est dans une nappe, qu'il y a une nappe phréatique entre 3 mètres et 3,50 m, on voit la différence d'impact entre un bâtiment qui est construit en bois et un bâtiment qui est construit en béton. Et c'est la première chose qu'il faut dire, c'est-à-dire qu'effectivement, le bois a des qualités énormes, et notamment en termes de fondation. Alors, je passe cette diapo d'abord beaucoup parce que je l'ai un peu découvert avec les ingénieurs qui ont travaillé sur ce projet. C'est le logiciel qui s'appelle REFM qui permet de simuler à un moment donné les ondes sismiques sur un bâtiment et notamment sur un bâtiment en bois. Hein, c'est un logiciel spécialisé et on voit là que dans le cadre d'un tremblement de terre de forte amplitude, le bâtiment en bois va, à ce niveau-là, bouger de 42 cm. Donc, c'est relativement faible. Mais surtout, ce que l'on voit, c'est qu'en bas, sur l'étage du rez-de-chaussée, on a une couleur bleue qui indique qu'on n'a pratiquement pas d'efforts transversaux qui sont transmis dans les fondations. Et ça, c'est extrêmement important. Alors, ça explique pourquoi aussi les fondations dont je vous parlais tout à l'heure étaient moins importantes. Mais ça montre aussi
encore une autre qualité du bois. Alors, plusieurs choses. D'abord parce que le bois est moins lourd que le béton, hein, en termes de descente de charge. Et puis, le bois, alors en l'occurrence, les panneaux de CLT permettent d'optimiser la matière. On a, par exemple, pas la même épaisseur de panneaux au sommet de notre projet qu'au rez-de-chaussée. Hein, on varie entre 16 à 14 cm. Ça ne paraît pas beaucoup, mais ça veut dire qu'on est dans une optimisation du matériau. Ce n'est pas comme le béton où c'est l'outil qui, quelque part, nous dirige, où une banche, c'est 20 cm et on monte sans pouvoir, quelque part, changer cette personne. Donc, on est dans une réflexion d'optimisation et que ce soit l'épaisseur des planchers ou les façades ont été optimisées jusqu'au niveau de l'exécution. Ensuite, les qualités du bois, sa fibre, mais aussi la façon dont les panneaux de bois sont reliés permettent à un moment donné de faire en sorte qu'il y ait une véritable diffusion de l'énergie et que les efforts des ondes sismiques ne soient pas transmis au niveau des fondations. Donc, on voit une très grosse différence et c'est notamment dans le cadre de régions sismiques comme Grenoble un point très important. Ensuite, si je vous montre cette diapo-là, effectivement, on a travaillé avec un fournisseur de CLT qui s'appelle KLH. Malheureusement, ce fournisseur, c'est un fournisseur autrichien. Quand je dis malheureusement, c'est comme ça. Il a un représentant qui s'appelle Lignatec en France. Et l'ensemble de ces panneaux que vous voyez à ce niveau-là sont usinés en Autriche. Alors, je suis sûr que vous vous dites tous, mais pourquoi il n'y a pas de fabrication en France? Alors, on a parlé, il y a des fabricants en France. Il y a notamment dernièrement Pifto qui a investi lourdement et qui est capable de fabriquer des panneaux de ce type-là, hein, c'est-à-dire des panneaux qui sont collés avec une pression, sous pression de cette barre. Malheureusement, au moment où on a commencé où on a fait le concours et on a commencé la réalisation et notamment l'appel d'offres, Pifto n'avait pas encore la certification pour pouvoir faire un bâtiment de cette hauteur-là. Mais on est tout près, quelque part, d'avoir les premiers panneaux pour ce type de bâtiment qui vont sortir de France. Donc, c'est à nous de montrer toute la légitimité de projets de grande hauteur en bois. Tout à l'heure, on a parlé de fondation, on a parlé aussi d'interface. Enfin, on va vous parler un peu d'interface. Alors, je vous montre là un des murs de refend. Hein. Pourquoi je vous montre ça? C'est parce qu'au fil, on va dire, des études qui accompagnent ce projet-là, on a pu limiter et on a même pu supprimer les contreventements en métal de ce projet. Pierre en a parlé. Donc, les seuls contreventements que vous verrez, c'est des contreventements en bois. On a gardé du métal, hein, c'est des sommiers en métal qui permettent que les planchers portent sur 3 appuis, mais on n'a plus de métal pour ce qui est des contreventements. Or, le contreventement est ce qui, quelque part, dimensionne ces structures. Alors, je montre cette photo de panneau, mais voilà, je voudrais m'intéresser à un détail qui est un détail très important, qui est l'interface entre la structure béton, les longues grines, et le bois. Et là, en fait, ce détail, il symbolise pour moi véritablement une des étapes de ce projet. On passe du monde du centimètre, qui est le monde de la maçonnerie, au monde du millimètre, qui est le monde du CLT, quelque chose de très très précis. Et ce n'est pas facile. On est obligé de passer par donc une ferrure d'appui qui est réglée, hein, qui est réglée par un géomètre. Et une fois qu'il est réglé, on va pouvoir à un moment donné donc, couler le béton dans une deuxième phase. Les panneaux de CLT vont venir à un moment donné donc, à travers une rainure s'enficher dans cette ferrure d'appui. Puis après, on aura un système de clavetage qui permettront de transférer les efforts entre les panneaux de CLT et cette ferrure d'appui. Alors, c'est pour vous montrer quelque part qu'on passe dans un autre monde, dans un autre type de construction avec une très très grande précision, qui n'est pas simple, hein, et qui nous a demandé une très grande réflexion, à la fois de mise en œuvre et de réflexion de phasage de travaux. Il nous reste encore, hein, je peux vous dire, sur cette phase-là, on en a parlé avec Pierre, il nous reste encore des choses à améliorer, on a encore des points à améliorer.
On voit là que non seulement il y a une ferrure d'appui, mais qu'on a aussi les fameuses bandes anti-capillarité qui nous permettent de ne pas transmettre entre le béton et le bois une humidité. Un autre point dont j'aimerais vous parler, c'est les termites. Ça peut peut-être vous faire rigoler à Grenoble, mais on est dans un territoire dans lequel il y a des termites à Grenoble. On a un fameux tapir qui est arrivé au musée d'histoire naturelle de Grenoble et qui nous a ramené des termites. Et puis à Domaine, il y avait une scierie qui exportait du bois. Et donc, on doit répondre à la problématique des termites à Grenoble. Et donc, ce que vous voyez à ce niveau-là, c'est un tissu qui est un tissu qui permet à un moment donné de créer une barrière de protection physique contre les termites. On n'a pas voulu aller vers des produits chimiques, on est allé vers une barrière physique. Donc, on voit que voilà, on rentre aussi dans quelque chose que je n'avais pas fait auparavant, hein, qui est une protection contre les termites. Alors, si on… Là, je suis donc dans la construction de la cage d'escalier. C'est quelque chose d'important. Et là, on voit que 5 semaines après, hein, donc c'est une fois que la cage d'escalier est finie, 5 semaines après, vous avez le plot en bois qui est fini. C'est-à-dire qu'on a un étage qui est construit à un moment donné, une semaine. Alors, c'est un autre point dont je dois aborder, c'est la rapidité du chantier. Effectivement, c'est un point fort. Pourquoi? On passe de 24 mois pour un chantier en béton, hein, globalement, de ce type-là, à 16 mois quand on travaille en bois, à 18 mois quand on travaille en bois. Donc, on gagne 6 mois. Alors, pourquoi? C'est parce qu'on travaille en temps masqué, hein, tout simplement. Pendant qu'on construit la cage d'escalier en béton, ben, les panneaux en bois sont fabriqués. Et puis, pendant que la cage d'escalier se construit, on préfabrique aussi l'ensemble de l'enveloppe. Pourquoi? Parce qu'on est sûr de nous, on travaille au millimètre. On n'a aucun souci de savoir si on va tenir ou pas le dimensionnement. On est totalement serein par rapport à ça. Et quand la cage d'escalier est livrée, on va dire que la plupart de la fabrication du bâtiment en bois est réalisée, que ce soit l'ossature ou bien sûr l'enveloppe. Donc voilà, ça c'est un point important sur lequel je voulais insister. Alors, si on parle un petit peu à un moment donné, si on revient à la cage d'escalier, je veux en parler, hein, même si on est, je sais, dans la matinale du CLT, c'est un point très important pour nous. On est à Grenoble, on est dans un lieu qui est absolument fantastique. La plupart des projets qui avaient été présentés au concours créaient des cages d'escalier centrales avec les ascenseurs, la fameuse cage d'escalier qu'on appelle l'escalier de secours, avec sans éclairage naturel et avec les ascenseurs qui montrent dans une espèce d'intemporalité sur lequel, quelque part, on attend d'arriver chez soi. Là, non, on a travaillé autrement. On a sorti les escaliers et les ascenseurs des deux plots en bois. Pourquoi? Parce qu'on voulait redonner aux habitants qui étaient là, on voulait redonner un très très bel environnement. La vue sur Beldonne, sur le Vercors, sur la Chartreuse. Et je peux vous dire que je vous montre ces photos. Chaque fois que je vais sur le chantier, je ne peux pas m'empêcher de prendre des photos. Ça marche très très bien. Voilà, on a un spectacle qui est absolument fantastique. On a la lumière qui rentre. Et vraiment, je sens qu'on va permettre à la fois aux gens de pouvoir se rencontrer dans cette cage d'escalier, d'admirer le paysage et peut-être faire un peu d'exercice. Et c'est ça, à un moment donné, de commencer à réfléchir sur un vivre ensemble dans des logements sociaux. Alors, ce que vous voyez là, c'est la partie ouest de la cage d'escalier qui sera fermée pour des questions de courant d'air par un mur rideau en bois et verre et qui permettra donc d'éviter les courants d'air dans la cage d'escalier. Voilà. Alors, un chantier en bois, c'est aussi ça. Hein, c'est-à-dire que, voilà, là, vous avez la cage d'escalier en construction et puis vous avez le plot en bois en construction. C'est deux univers complètement différents. Je n'ai pas passé le balai là, hein, je vous le promets. Hein. J'ai pris une photo en cours de chantier. Il n'y a personne qui a nettoyé. Ça, c'est un chantier en bois. Voilà. Rien que ça peut vous dire, voilà, je vous souhaite à tous de faire un chantier en bois, rien que pour ça.
C'est une très grande sérénité. Voilà. C'est une autre atmosphère. Voilà, on sait qu'on va retrouver ça et chaque fois qu'on le retrouve, on dit « Ah oui, c'est comme ça qu'on l'avait dessiné » et voilà, c'est tout simple. Et le CLT permet ça. Alors là, vous voyez bien sûr quelques sommiers, quelques aimants métalliques. Pourquoi? Parce que moi, je pense que c'est important de dire qu'il faut le bon matériau au bon endroit. Et pour éviter des retombées trop importantes, on a utilisé des sommiers en métal et des poteaux en métal. Voilà. Alors, je passe maintenant un petit peu plus loin. Je voulais rentrer un petit peu sur des détails un peu plus précis, et notamment sur la problématique du feu. Alors, cette image-là, hein, c'est une image que l'on a prise. Les pompiers, d'ailleurs, ne me demandaient pas d'apprendre, hein, mais je l'ai quand même prise parce que ça m'a fait un sacré coup d'être devant la maquette à l'échelle grandeur nature du bâtiment que j'allais construire et de la faire brûler. C'est juste pour vous dire qu'il faut une certaine ténacité du maître d'ouvrage pour faire ce bâtiment-là. Parce que quand Pierre a dû dire « Ok, j'y vais », alors avec des partenaires, hein, on va devoir faire bouger la norme, notamment l'IT 249, pour tester un petit peu le complexe de façade et pour voir si effectivement on avait une solution qui nous permettait de répondre à ce qu'on appelle une appréciation de laboratoire. Le CSTB nous donne l'autorisation à un moment donné de construire notre bâtiment. On a dû passer par cette maquette et de faire brûler 2 étages et demi et de voir comment ça se passait. On ne faisait pas les fiers, hein, je vous avoue. Ces flammes-là, c'est des flammes réelles. Il faisait chaud, on était un petit peu à distance. Et au début, avec Pierre, on s'est dit, ça ne va pas marcher. Contrairement à ce que vous pensez, ça a marché. C'est-à-dire que, comme Jean-Marc Pauget nous l'a indiqué, on avait une bonne résistance de la stabilité au feu de la structure. Et on a pu montrer qu'en prenant en compte notamment un système de complexe de façade avec des déflecteurs, avec à un moment donné un système de fermacelle qui nous permettait de protéger au feu la structure, on pouvait répondre à ce que le CSTB nous demandait. Alors, si je rentre un tout petit peu dans le détail, hein, la partie bardage qui reçoit le zinc est une partie qui, contrairement à avant où on avait des joints intumescents, est une partie qui joue le rôle de fusible, quelque part qui ne doit pas rester en place s'il y a un feu et qui va tomber très rapidement. C'est la partie qui est à l'intérieur, cette partie-là, qui est une partie qui, elle, résiste au feu. Si je vais un peu plus loin, tout à l'heure, Jean-Marc Pauget a parlé de frein vapeur. Dans le cadre de notre projet, il n'y a pas de frein vapeur. C'est on a fait ce qu'on appelle des tests, des essais Wi-Fi qui nous permettent de prouver qu'effectivement, on a une perspirance et qu'en aucun cas on aura un problème et qu'en aucun cas on a un point de rosée à l'intérieur de notre complexe de façade et que du coup, on a un mur respirant. C'est très important pour moi de dire ça. Ça montre l'intelligence un petit peu de ce procédé-là et ça montre aussi qu'on est dans un système très différent que des systèmes notamment béton, voilà, et qu'on peut se passer de par vapeur. Voilà. Alors, tout à l'heure, je vous parle du matériau qui est le matériau extérieur à ce niveau-là. C'est du matériau zinc. C'est un matériau qui est extrêmement périn. Et dans le cadre de ce projet, Pierre en a parlé, il y a une chose sur laquelle on n'a fait aucune impasse, c'est sur la pérennité et l'absence de maintenance sur ce projet-là. Le zinc, c'est un matériau que vous connaissez tous, que vous voyez encore sur les toits de Paris qui ont 200, 250 ans, hein, et que c'est cette économie globale qu'on a visée. On a une économie qui est un peu supérieure que d'habitude, hein, au niveau du prix du mètre carré, on passe à 1350 à peu près euros hors taxe du mètre carré à 1600, voire un peu plus, hein, 1680 euros hors taxe du mètre carré. Donc c'est un surcoût. Et ce que j'essaie d'expliquer, c'est que ce surcoût, j'espère qu'il sera nivelé par des questions de pérennité, je dirais même de patine dans le temps, d'accord, et d'absence de maintenance. Maintenant, on peut peut-être sortir de cette cage d'escalier
passer ce qui est un véritable joint de dilatation qui fait pratiquement 41 cm entre la partie béton de la cage d'escalier et la partie en ossature bois, et rentrer dans cette fameuse ossature bois. Alors, effectivement, cette ossature bois, pour moi, elle représente beaucoup de choses, mais surtout, ce que je vous disais tout à l'heure, on a ce que rêverait tout architecte, c'est-à-dire un plan libre. Vous voyez que finalement, il n'y a pratiquement pas de mur de refend. On pourrait se dire que nos plans pourraient évoluer et que si à un moment donné, Pierre a envie de faire de 2T2 un T4, il pourrait le faire. Parce qu'on a juste des cloisons qui vont rentrer dans ce plan libre. D'autre part, ce qui est contre-ventant, je vous l'ai déjà dit, c'est à la fois les planchers qui jouent le rôle de diaphragme, à la fois les linteaux que vous voyez à ce niveau-là, qui sont des linteaux qui nous permettent de réaliser ce qu'on appelle le C+D, qui est un élément, on va dire, normatif au niveau du feu. Et une fois que je vous ai dit ça, eh ben, le reste, on est relativement libre. Et même les trous que vous voyez à ce niveau-là, les bureaux des structures nous ont dit vous pouvez les placer là où vous voulez. Donc, c'est très important ça. Ça veut dire que le bois, s'il est bien conçu, si la structure est bien conçue, on a une très grande liberté de conception. Alors, maintenant que je vous ai dit ça, je peux vous avouer qu'au moment du concours, on a travaillé dès le départ avec le bureau d'études structure et qu'il nous a tout de suite dit certains points très importants pour pouvoir avoir des descentes de charge simples, pour pouvoir avoir à un moment donné effectivement des linteaux, etc. Parce que, comme tout bâtiment, il faut qu'à un moment donné, on ait des reports de charge relativement simples. Je passe quelques diapositives pour vous mettre dans l'ambiance d'un chantier en CLT, d'accord ? Excusez-moi, Jacques, je suis désolée, on est déjà un petit peu court en timing, on dépasse un petit peu. Je ne sais pas si vous aviez encore beaucoup de slides à présenter. Non, on va y arriver, on va y arriver. Voilà. Je montre quelques images pour les gens qui ne connaissent pas un chantier en CLT. Ça va être très rapide, ne vous inquiétez pas. Super, merci. On est sur un système de portage qui est la grue. On voit qu'on a des muraillères, puisque effectivement les planchers ne peuvent pas être comprimés entre les éléments de façade ou les refonds, d'accord ? On voit les sommiers, je passe assez rapidement. On voit qu'on est sur des panneaux de CLT qui sont des 5 plis, d'accord, tout simplement. Voilà, je vais assez rapidement. Voilà. On voit qu'effectivement, on réalise avec les panneaux de CLT à la fois l'étanchéité à l'air. Donc, c'est pour ça qu'on a un joint qui est mis à chaque fois qu'on vient enquiller 2 panneaux de façade, d'accord. Et non seulement ça, mais comme je vous l'ai dit, le CLT joue le rôle de frein à vapeur aussi. D'accord ? Voilà. Je vais assez rapidement, voilà, pour vous dire qu'on travaille au millimètre, etc. Et pour aller assez vite, pour vous montrer un petit peu des postures de chantier. Voilà. Et puis, j'insiste beaucoup sur ce chantier. Il y a quelque chose que vous ne connaissez pas, qui est ce qu'on appelle le couturage, c'est-à-dire le monde de la vis. Je vous montre ces plans très très rapidement. C'est-à-dire que sur un chantier en CLT, on a des milliers de vis qui sont vissées, qui nous permettent à un moment donné de relier, de couturer l'ensemble des panneaux, que ce soit les panneaux de plancher ou les panneaux de façade. Voilà. Alors, je vais m'arrêter un petit peu là, d'accord, juste pour, voilà, là on est sur le panneau, juste pour vous dire que c'est le dernier point, je te rassure, c'est… En fait, aujourd'hui, là, on attaque ce qu'on appelle l'enveloppe. L'enveloppe, c'est un élément extrêmement important dans le cadre de notre projet. Et cette enveloppe, elle a été préfabriquée, et Romain va nous en parler, dans les ateliers de SDCC, qui est l'entreprise qui a le macro-lot et qui donc peut réaliser à la fois la structure, la pose des menuiseries, la pose des balcons, la pose aussi de tout ce qui est serrurerie et bien sûr l'enveloppe extérieure avec le bardage zinc. Et je peux vous dire que pour un architecte, on est là aussi dans un autre monde. Quand je vous montre ce panneau qui est à ce niveau-là, on est dans une finition que vous pourrez normalement retrouver dans des salons. Et on travaille au millimètre, on travaille hors poussière. Et quand ces panneaux arrivent sur le chantier, on est dans une très très grande qualité qui nous permet d'assurer une très grande maintenance de ce projet et de ne pas avoir de soucis, notamment sur des éléments comme les BSO.
hein, les volets et on peut être sûr de nous sur la validité de ce qui est mis en place et surtout de permettre d'avoir une enveloppe extrêmement performante pour être un bâtiment passif. Voilà, je vous montre quelques images du montage de cette enveloppe, notamment des déflecteurs que l'on voit à ce niveau-là. Hein. On est sur une très grande précision puisque c'est des éléments préfabriqués. Et voilà, je termine par cette image-là qui est l'image du bâtiment en bois tel qu'il y a une semaine. Et je viens d'avoir la bonne nouvelle comme quoi aujourd'hui, les bâtiments qui sont à ce niveau-là, l'enveloppe avec la finition zinc vient d'être mis en place. Voilà, je te laisse prendre la suite, Romain, et je m'excuse pour ce petit retard. Romain, je vous laisse la main. Oui, merci. Bon, je vais pouvoir aller vite parce que Jacques était extrêmement complet et précis et nous a déjà bien présenté le chantier, donc je vais pouvoir enchaîner. Je vais commencer. Donc, je suis Romain Cognier, directeur de travaux de SDCC. J'ai le plaisir d'y travailler chez SDCC comme conducteur de travaux depuis 2003. Donc, je participe à cette aventure depuis maintenant 18 ans et avec toujours de plus beaux chantiers, des chantiers exigeants, engageants et le hautbois en est un très bel exemple. Je vais vous présenter rapidement la société SDCC pour ceux qui ne nous connaîtraient pas. Je vais aller vite. Voilà, donc SDCC a été créé en 1980 par Jean-Claude Mathiot sur le site actuel donc, de Vars, en rive sud de la métropole grenobloise, et donc est présidé depuis 2014 par David Boss qui a repris la présidence à la suite de Jean-Claude Mathiot. Donc nos métiers, notre cœur de métier, donc c'est vraiment la charpente bois et l'ossature bois. Avec donc tous les types de couvertures et donc d'habillage de façade qui viennent revêtir toutes ces structures. La société SDCC s'articule vraiment sur les 4 valeurs de l'esprit d'équipe, de la rigueur, de l'écoute et du respect des règles. Et j'ai perdu la 4e, c'est dommage. La SDCC donc s'est organisée sur principalement son bureau d'études techniques qui conçoit tous nos chantiers, sur également une maîtrise de notre fabrication en interne avec notre atelier de débit de fabrication et donc évidemment sur nos équipes de chantier. Nous intervenons sur la région Rhône-Alpes au sens large et sur la région PACA. Actuellement, nous sommes en train de faire des chantiers sur Nîmes. Nous avons fait des chantiers dans le Vaucluse, un petit peu dans les Bouches-du-Rhône. Voilà, donc on intervient sur le grand sud-est de la France. Nous faisons également partie du réseau Mètre Cube depuis quelques années, donc où nous sommes le représentant du quart sud-est de la France pour Mètre Cube, et Mètre Cube qui intervient aussi sur le hautbois, notamment au niveau de l'ingénierie technique. Donc notre site de Vars, au sud de Grenoble, donc ça c'est la photo montre le site historique, hein, là où est le siège social de l'entreprise qui représente donc les bureaux et l'atelier de débit avec une K2 Industrie, donc 2e génération de K2, c'est notre 2e machine qui a été mise en route cette année. La première avait été mise en route en 2003 et donc une speed cut qui nous permet de débiter tout ce qui est bois d'ossature. Le site A reprend également l'atelier couverture zinguerie où nous réalisons les profilages, les pliages de nos chantiers pour notamment réaliser la vêture du hautbois par exemple. Le site B, donc, qui est un site que nous avons ouvert en 2008 à quelques centaines de mètres du site A, donc toujours sur Vars. On a eu la grande chance de trouver un 2e site dans la même commune, à proximité, qui nous permet de garder cette proximité immédiate. Et donc, où nous avons 4 lignes de montage de panneaux ossature bois et également c'est là que nous réalisons nos projets modulaires pour faire le maximum de hors-site sur nos chantiers. Alors, le chantier proprement dit, donc, je vais parler de la préfabrication des façades, puis après, dans un second temps, du levage du CLT, qui nous intéresse plus particulièrement. Donc, nous avons pris le parti de réaliser un maximum de préfabrication sur les façades du hautbois, parce que ça s'y prêtait particulièrement, et notamment grâce à la structure CLT qui vient soutenir ces façades. Donc, on a vraiment une structure CLT d'un côté, puis une vêture faite de panneaux ossature bois de l'autre. Donc voici la coupe, on a déjà aperçu plusieurs fois depuis le début de la présentation. Donc, je tiens quand même déjà à citer notre ingénieur bureau d'études Julien Andermar qui a piloté le projet avec Boris Povs, qui est donc technicien BE.
Je parle de notre bureau d'études parce que c'est vraiment sur eux que tout repose au départ et toute la conception est faite en interne. Et donc, avec cette chance d'avoir un bureau d'études interne qui permet énormément d'échanges, notamment aussi pour ce qui est des méthodes, après, pour ce qui est de l'organisation des travaux. On va le voir par la suite. Donc, le site B permet de faire ses montages au Saturbois. Jacques nous a aussi montré déjà pas mal de photos, donc je passe rapidement pour vraiment montrer que la préfabrication sur ce chantier a pu être vraiment menée à son maximum, puisque les panneaux qui partent sur chantier, hormis les panneaux du rez-de-chaussée qui étaient un peu particuliers, donc, tous les panneaux suivants arrivent sur chantier avec leur vêture zinc, leur menuiserie, les habillages de fenêtres autour des menuiseries, les garde-corps métalliques et les volets roulants, tout cela étant intégré sur évidemment des panneaux déjà isolés pour être levés sur le chantier. Donc, comme dit Jacques le disait, les premiers panneaux revêtus de zinc ont été levés hier, dans la journée d'hier. Et on voit aussi en bas à gauche de l'image, c'est les séparateurs d'étages qui permettent le recoupement des façades. Ce qui est un peu trompeur sur la photo, c'est que là on voit la bavette. La bavette n'est pas faite sur site de l'atelier, elle est faite sur chantier, pour des raisons notamment d'étanchéité à l'eau. On préférait la réaliser, la pose de la bavette sur chantier, mais tout le reste du panneau a été monté sur site à l'atelier. Donc voilà, encore une nouvelle photo des panneaux. À droite, les panneaux du rez-de-chaussée qui ne sont pas bardés, et à gauche, les panneaux finis de tous les niveaux supérieurs. Donc la préfabrication sur le hautbois, quand même quelques chiffres. Pour le bloc R+5 qui est en cours de levage, donc c'est 1200 m² de panneaux quand même, et 1500 m² de panneaux sur le bloc R+8. Et si je zoome juste sur le bloc R+5, on a réalisé 2500 heures de travail réalisées hors site, donc à l'atelier, et ça s'est étalé entre le mois de juillet et le mois de septembre pour fabriquer des panneaux qui sont donc en train d'être levés depuis la mi-novembre et jusqu'à début décembre sur le chantier. Donc voilà, c'est quand Jacques parlait tout à l'heure de temps masqué, on est vraiment là-dedans. C'est que lorsque le maçon était encore en train de travailler sur la structure, nous étions déjà en train de réaliser les façades bardées avec leur menuiserie, leurs volets roulants et leur garde-corps. Maintenant, passons au levage proprement dit de la structure en CLT, en KLH. Donc, ce sont des panneaux KLH, effectivement, qui viennent d'Autriche. 9400 m² de panneaux KLH. Pour tout compris, hein, mur plancher, mais également auvent et toiture de balcon. Donc un objectif de levage depuis le début de 1 niveau par semaine, hein, c'est ce que nous demandait le planning et on s'était engagé là-dessus pour lever la structure KLH. Et donc tout cela réalisant un défi qui est demandant vraiment une préparation à la hauteur. Ce genre de chantier, il ne faut absolument rien laisser au hasard. Surtout quand on doit s'organiser avec un industriel comme KLH qui lui aussi demande une anticipation et une organisation pour tout ce qui est ordonnancement de la production. Si on peut s'intéresser un petit peu à ce point précis, donc de la logistique, c'est vraiment quelque chose d'important sur les chantiers en CLT pour éviter toute manutention supplémentaire et pour vraiment optimiser ce temps de levage. Hein. Donc, parce que pour réussir à lever donc 1 niveau par semaine, il faut vraiment que les bons panneaux arrivent au bon moment et dans le bon sens sur les panneaux, sur les chargements. Donc, en fait, nous avons intégré donc, cette logistique sur la maquette 3D, hein, vu qu'on a la chance de travailler en 3D, autant en profiter pour faire de la logistique. Donc, nous avons, vous voyez sur l'image, hein, chaque remorque a été dessinée avec son panneau et le panneau empilé dans le bon sens pour minimiser les manutentions sur chantier, le but étant de prendre le moins de fois possible les panneaux pour pouvoir les mettre en œuvre. On n'a pas pu sur ce chantier faire du déchargement avec levage comme ça peut se faire parfois avec les chantiers CLT. Ça aurait demandé une trop grande immobilisation des remorques. Et comme on a quand même certains panneaux, on va le voir plus tard, qui doivent être isolés au sol, avec un système promistyle avant levage, ça complexifiait beaucoup l'ordonnancement. Donc on a préféré partir sur quand même un minimum de manutention avec des déchargements complets de la remorque pour après, une fois ce déchargement fait sur quelques sites de stockage, pour pouvoir à ce moment-là lever les panneaux avec des panneaux déjà rangés dans le bon sens, dans le sens du levage. Donc voilà, le KLH, c'est 10 transports pour le R+5 et 15 transports pour le R+8. Et j'en profite quand même pour saluer les usines KLH qui ont, en période de Covid, ce qui aurait pu être compliqué, prendre du retard, etc., on a toujours été livré exactement à l'heure dite.
Et puis avec quand même un chantier qui s'est réalisé exactement dans le temps prévu, ce qui m'a permis de ne jamais décaler un seul transport. Tout s'est fait exactement comme dans la théorie, ce qui est assez rare pour être souligné. Les chantiers KLH, c'est aussi une gestion de la sécurité particulière, notamment pour les déchargements des KLH. On a poussé pour avoir des remorques uniquement stockées en horizontal, parce que le KLH en vertical, ça pose quand même des questions supplémentaires au niveau sécurité, notamment au niveau des déchargements, où on est obligé de décharger panneau par panneau, ils peuvent se renverser. Ça, quand on peut faire des panneaux horizontaux, on préfère. Donc là, en l'occurrence, sur le hautbois, nous avons 100% de nos transports qui arrivent à l'horizontale. Nous avons également investi dans des quais de déchargement et dans des plateformes de déchargement qui doivent être rigoureusement planes pour pouvoir utiliser ces quais de déchargement. Par exemple, à la fin du bloc R+5, on a refait faire le terrassement qui avait déjà un petit peu vieilli et souffert des 10 premiers transports pour pouvoir avoir une zone de déchargement optimale pour la suite du chantier. Donc des zones de stockage aussi qui doivent être quand même qui doivent exister. Pour avoir fait déjà un chantier KLH en site sans aucun stockage, c'est beaucoup plus compliqué au niveau logistique. Là, on avait quand même un petit peu de place autour de nous pour pouvoir faire notamment des zones de montage de sécurité, comme on voit là sur ces détails. La sécurité aussi a été intégrée à la maquette 3D pour pouvoir faire de l'organisation de la sécurité avec pose des sécurités collectives de rives de plancher au sol avant levage, afin d'avoir toujours les équipes en sécurité collective et jamais avoir besoin d'intervenir en sécurité individuelle type harnais. Et on a pu également ne pas avoir besoin de recourir à des poses de filets de sécurité, etc. Donc tout est posé au sol. Donc ça fait beaucoup de manutention de sécurité parce que la sécurité est posée au sol, levée et assez rapidement redémontée pour les longueurs qui ne servent plus. Néanmoins, c'est ce qui permet d'avoir du 100% de sécurité collective pendant toute la durée du chantier. Alors les points particuliers de la structure, Jacques en a déjà parlé, notamment la liaison avec la maçonnerie, qui est vraiment un des points primordiaux et qui demande la plus grande précision. Effectivement, on sort du domaine des tolérances dimensionnelles habituelles pour vraiment rentrer dans le domaine du millimètre, voire même plus. Et là, on est vraiment effectivement poussé à nos retranchements pour obtenir les précisions exigées. Effectivement, ça c'est un des points de progrès sur lesquels on travaille aussi pour utilisation par exemple de mortiers de calage pour pouvoir vraiment avoir des surfaces de contact parfaites entre la maçonnerie et la structure. La protection des intempéries en phase chantier, c'est également un point important pour ce genre de structure. En l'occurrence, on est parti sur une solution de d'étancher complètement la structure, tous les 3 niveaux de plancher, avec un système qui s'appelle Adero de chez Proclimat, qui est un système autocollant qui est vraiment fait pour la protection des structures en CLT, c'est fait pour et ça marche très bien. Avec des descentes d'eau pluviale provisoires qui sont mises en place pour pouvoir évacuer les eaux en phase chantier. Et aussi une des réponses quand même pour l'exposition aux intempéries, c'est effectivement d'atteindre le hors d'eau le plus vite possible et également de poser les vêtures le plus vite possible. C'est un des intérêts de faire de la fabrication hors site de vêtures et de façades ossature bois. Et déjà bardé. C'est-à-dire que très très rapidement, nous mettons l'enveloppe complètement hors d'eau. Et petit point aussi sur ce complexe de façade isolant de chez Arcelor qui s'appelle le premier style. Donc on fixe aussi au levage des KLH pour pouvoir isoler et protéger les façades KLH qui sont contre la tour en béton. Façades qui ne seront absolument plus accessibles après levage. Donc voilà, il a fallu réfléchir à une solution qui nous permettait de complètement finir l'isolation et la protection avant levage, sachant quand même que cette façade ne sera pas exposée aux intempéries à la suite lors de la vie du bâtiment. Voilà, je tiens quand même à remercier particulièrement Pierre Perrard et les équipes d'Actis pour avoir pu mener à bien ce beau projet et pour leur confiance. Et puis à Jacques Félix Faure et à toute l'équipe de Maîtrise d'œuvre pour la qualité de nos échanges sur ce chantier sur lequel on prend vraiment un grand pied en ce moment, un an et jusqu'à l'année prochaine, quoi. Voilà. Merci beaucoup Romain, merci à vous tous pour vos belles interventions. Alors on va donc conclure ce webinaire. Alors encore une fois, désolée, on a pris un petit peu de retard. Ce que je vous propose, c'est qu'on prenne 5 ou 10 minutes
pour répondre à toutes vos questions. Et puis, on fera en sorte de toutes les traiter dans un mail prochain si on n'a pas le temps de tout faire. Donc, Benjamin, je te laisse la main sur le traitement des questions. Merci. En tout cas, oui, énormément de questions, hein. J'ai essayé de toutes les noter, toutes les regrouper. Alors, il y en a beaucoup qui ont été répondues, notamment par rapport à l'étanchéité à l'air. Il y avait aussi beaucoup de questions sur les intempéries dans la construction. Et Romain, tu as pu le mentionner vers la fin. C'est vrai qu'on voit beaucoup de photos de KLH de CLT avec la question des intempéries en phase prod, transport. Et donc, une question qui en découle un peu, c'est est-ce que la préfabrication, elle a été réfléchie dès la conception du projet ou c'est vraiment aussi dans les ateliers de SDCC que la préfabrication a été réfléchie? Donc, c'est une question peut-être au départ pour Jacques et puis après pour Romain. Alors, moi, je vais dire la vérité. Notre maître d'ouvrage, depuis le début, il nous a poussé très, très fort pour dire faites de la préfabrication. C'est un des outils qui nous permettra d'aller plus vite, de faire mieux et de donner du sens à ce projet-là. Au début, on n'y croyait pas trop. On a décrit un projet sur lequel on avait 3 phases, c'est-à-dire ossature, une partie de l'enveloppe et la vêture. Et Pierre avait raison, SDCC l'a prouvé, on est arrivé à faire que 2 phases. C'est-à-dire qu'on a fait l'ossature, le bureau de contrôle, le bureau d'études structure nous a dit moi je veux que cette ossature, on puisse la contrôler, on puisse faire des couturages extérieurs, on puisse être sûr de nous avant de faire l'enveloppe. Donc là-dessus, on n'a pas négocié. Et puis, SDCC nous a prouvé que c'était possible de trouver un système pour faire en un seul coup l'enveloppe finie avec ce que nous a montré Romain, toute la qualité, les menuiseries extérieures. Voilà, ça veut dire que quelque part, je répète bien pour tout le monde parce que j'ai vu qu'il y avait ces questions-là, l'enveloppe fait bien l'étanchéité à l'air, d'accord, qui est une très bonne étanchéité à l'air. Hein, on est en dessous de N égale 0,6 et puis N50 égale à 0,6. Et effectivement, quand l'enveloppe arrive, il y a juste un scotch qui est déjà mis en place au niveau des menuiseries qui vient parfaire cette étanchéité à l'air, hein, tout simplement. Mais c'est bien le CLT qui fait l'étanchéité à l'air. Voilà. La prochaine fois, on fera en un seul coup, hein, Benjamin. Mais ça, je ne peux pas le dire parce qu'il n'y a que nous qui le savons comment il faut faire. Par rapport aux intempéries, donc Romain, le CLT, il peut quand même accepter un moment d'intempérie sur chantier ou il faut vraiment tout de suite, il faut tout le temps qu'il soit protégé? Non, il accepte un moment d'intempérie sur le chantier, c'est assez inéluctable, hein. On est quand même sur des ouvrages de grande hauteur, sur des ouvrages qu'on doit lever à la grue. Le moyen de levage est très important pour être efficace, hein, sur ce genre de levage. On a vu des photos de chantiers qui se levaient à la grue automotrice sur ce genre de chantier. Ça aurait été très, très compliqué de lever. Enfin, voilà, il faut un moyen de levage efficace. Je parle de ça parce que les moyens de levage, ça va empêcher d'avoir, par exemple, on peut imaginer une sorte d'avant de toit qui pourrait métorder une structure. Voilà, à partir du moment où vous avez besoin d'un moyen de levage, vous avez besoin d'être à l'air libre, complètement aérien. Donc forcément, vous allez avoir une structure qui va forcément prendre un petit peu la pluie quand elle va tomber, quoi. Par contre, il faut se concentrer sur le fait de ne pas stocker l'eau, de ne pas faire des assemblages qui soient des assemblages qui vont faire de la rétention d'eau. Voilà, on a quand même une mise hors d'eau complète de chaque étage, de tous les 3 niveaux, avec évacuation des eaux pluviales. Une fois qu'on est arrivé à ça, déjà, la quasi-totalité de la structure est protégée. Il y a vraiment les murs extérieurs verticaux qui vont continuer à prendre des averses, mais ils sont extrêmement aérés et ils vont être aussi mis hors d'eau rapidement grâce justement à cette mise en place des vêtures très rapides. Parce qu'il faut vraiment voir, c'est pour ça qu'on a forcé on s'est vraiment forcé, on a vu que ce chantier se prêtait très bien en termes de conception à de la préfabrication très, très avancée au niveau des façades. Et pour nous, c'était vraiment assez vite devenu une évidence qu'il fallait aller là-dedans. Et notamment, quand on voit le temps qu'on peut mettre pour faire une telle surface de façade in situ, là, la structure aurait été exposée plus longtemps. Le fait de vraiment préfabriquer au maximum minimise la durée d'exposition aux intempéries. Ok, merci. Alors peut-être une question, parce que bon, c'est une question qui a été assez récurrente, qu'on pose souvent quand il y a une présentation d'un chantier, donc plutôt pour Pierre, la question du coût de construction, du montage du projet, et aussi une nuance qui est assez intéressante, c'est par rapport à l'attitude des assurances de la maîtrise d'ouvrage, comment elles ont perçu le projet.
et aussi quand a été associé le bureau de contrôle. Donc, un peu sur la question du montage. Alors, déjà sur la question du coût, Jacques est resté, ça m'a fait rire, sur l'estimation du concours. Il a parlé de 1680 € par mètre carré, mais la facture qu'on va payer nous, c'est 1760 € par mètre carré. Après 2 appels d'offres, après des vraies interrogations il a dit sur l'allotissement, on a tout fait pour essayer d'optimiser ce prix. Et la réalité, c'est que, alors, c'est le bois, mais enfin, c'est le bois. Il y a le bois, il y a le fait qu'on est en passif, le fait qu'on a mis aussi en œuvre, c'est pas lieu d'en parler là, mais des techniques d'énergie renouvelable assez poussées. Et en tout cas, on a essayé d'avoir cette réflexion sur le projet, une réflexion vraiment globale. Ce n'était pas que le bois, c'était un ensemble. Donc, 1760 € par mètre carré habitable. Évidemment, dès qu'on a lancé ce concours, nous, on avait conscience en tant que maître d'ouvrage qu'il fallait y mettre des moyens. Donc, je ne vais pas faire un cours là sur le financement du logement social, mais normalement, on fait des emprunts. Les emprunts, ils sont couverts par les loyers qu'on perçoit. Et depuis pas mal d'années, depuis le début des années 2000, les loyers qu'on perçoit ne permettent pas de financer via des emprunts la totalité du projet. Donc, on met des fonds propres, les économies qu'on fait, on les réinvestit dans les opérations neuves. Et ces dernières années, on était, au moment où on a lancé ça, à 20 000 € de fonds propres par logement. Là, on avait décidé de mettre 36 000 € de fonds propres par logement. C'est considérable. En fait, on n'aura pas dépassé, même en augmentant un peu le prix, on n'aura pas dépassé ce seuil parce qu'on a réussi à mobiliser, non sans relever un peu les manches, un doux euphémisme, mais beaucoup de partenaires et notamment la région, je cite en premier parce qu'ils ont entraîné d'autres choses derrière, donc la région qui a apporté 500 000 € dans le cadre d'un appel à projet sur l'innovation, le département qui a apporté 200 000 € dans le cadre du soutien à la filière bois, et du coup la métropole qui nous aidait déjà beaucoup en tant que collectivité de rattachement a rajouté ce qu'il fallait, le 1,2 million qu'il fallait après le deuxième appel d'offres pour arriver à. Et il nous manque à peu près 10% du financement. Voilà, est-ce que j'ai répondu à tout Bureau de contrôle. Le bureau de contrôle, alors évidemment, nous, mais aussi. ça, c'est pas. Oui, bureau de contrôle, assurance. Bureau de contrôle, ça, c'est pas une nouveauté. Nous, on choisit les bureaux de contrôle dès la phase de concours. C'est-à-dire que le bureau de contrôle, vous l'avez vu, a fait cette analyse, mais ils le font toujours, alors pas aussi poussé. On demande toujours un avis de notre bureau de contrôle. Il est là, dès qu'on a fini le programme, on retient le CSPS, le contrôleur technique et après l'équipe de maîtrise d'œuvre de manière à ce qu'ils puissent nous accompagner dans ces analyses-là. L'assurance, c'est un sujet qui n'est pas complètement abouti chez nous. Alors, nous, on avait fait en sorte de rencontrer l'assureur très en amont. On était en phase de APD, je crois. Sauf que chez un bailleur social public, en tout cas chez Actis, on lance régulièrement des consultations d'assureurs. Et je crois que depuis qu'on a lancé depuis cette rencontre avec l'assureur, on a déjà dû en changer 2 fois. Donc, on est en train de signer la police d'assurance dommage-ouvrage. Donc, je vais vous dire que j'espère que ça va bien se passer avec ce nouvel assureur, mais j'en ai pas encore la certitude. Alors, on est quand même, d'abord, il y a beaucoup de techniques courantes dans ce projet, et puis l'appréciation de laboratoire qu'a évoqué tout à l'heure Jacques, devrait rassurer l'assureur. En tout cas, c'est ce que David Bosque, le patron de chez DCC, m'a dit souvent, c'est que effectivement, au niveau assurant, parce que l'assurance c'est pas que le maître d'ouvrage, c'est aussi l'assurance pour l'entreprise. Peut-être que Romain pourra redire des choses. Voilà, ils se sont sentis quand même relativement rassurés. Et David Bosque disant qu'il y a 3-4 ans en arrière, ça aurait peut-être pas été aussi simple. Ok, merci. Jean-Marc, peut-être pour conclure, j'ai essayé de choisir un peu une question par intervenant. Jean-Marc, il y a eu pas mal de questions sur la qualité de l'air, la qualité du produit du CLT et la question des cols et du niveau des COV. Je ne sais pas si tu peux nous en dire un petit peu plus sur ça. Alors, sur le CLT, il n'y a pas d'essais qui ont été faits au niveau du dégagement de COV.
En revanche, il y a eu toute une série d'essais très élevés qui ont été faits sur lamellé-collé il y a pas mal d'années. Et tous ces essais, vous pouvez les retrouver sur le site du lamellé-collé, le GluLam. Ces essais ont montré qu'en fait, sur des lamellés-collés, on avait un classement finalement qui s'établissait A+, si je me souviens bien. Et si l'on compare le CLT par rapport au lamellé-collé, on a un peu moins de colle dans le CLT que dans une même pièce de lamellé-collé. Donc on peut conclure qu'on est à minima au même niveau qu'un lamellé-collé. Voilà ce que je peux vous dire. Ok, merci. Et puis peut-être aussi une question par rapport aux avis techniques et aux producteurs français. Est-ce qu'il y a une obligation d'acheter un CLT avec un avis technique ou est-ce que c'est en fonction de la catégorie de famille du bâtiment? Et aussi, voilà, la place, on a parlé de Pifto, mais c'est vrai qu'il y a aussi Chauvin dans le Jura qui vient d'ouvrir une usine de CLT. Donc voilà, un peu la place des fabricants français. Alors, au niveau des avis techniques, parce que j'ai vu passer une question qui induit peut-être une méprise, j'ai présenté, je crois qu'il y a 11 produits qui ont un avis technique. Il y en a à peu près pas, il doit y en avoir 4 ou 5 qui sont français. Donc déjà, on a 4 ou 5 fabricants français qui ont des avis techniques, plus 3 autres qui font des produits qui n'ont pas d'avis technique. Alors, sur la nécessité d'avoir un avis technique, quand on construit, on est en technique traditionnelle ou non traditionnelle, ce qui va permettre de passer côté assurance en technique courante ou non courante. Si on bénéficie d'un avis technique, on passe en technique courante. Donc le problème se résout au niveau de l'assurance. Si on n'a pas d'avis technique, on est en technique non courante pour l'assurance. Et là, il faut engager une discussion avec la société d'assurance pour savoir si on va être assuré, et sûrement avec une surprime et la valeur de la surprime. Benjamin? Il y avait juste une petite question par rapport au guidrage, parce que tu as parlé d'un guidrage. Est-ce que ce guidrage n'entraîne pas une analyse de la C2P et donc une technique courante si on respecte le guidrage? Alors, je ne vois pas le lien avec la C2P dans ce cas-là, parce que la C2P, elle regarde les avis techniques. Elle s'occupe pas aussi du guidrage et donc permettre en fait d'être en assurance traditionnelle si on respecte les réglementations du guidrage? Ah bah, de toute façon, quand on suit des recommandations, je dis bien les recommandations professionnelles à rage, ce sont des techniques qui sont reconnues techniques courantes au niveau des assurances. Alors le problème, c'est que là, on a un guide, ce n'est pas une recommandation. Donc il peut y avoir effectivement un questionnement avec les assurances. Ok. Amandine, je ne sais pas si on a encore un peu de… Alors, on a un peu dépassé, mais je pense qu'en fait, on a reçu énormément de questions. C'est un sujet forcément passionnant. Moi, ce que je vous invite, c'est peut-être à conclure maintenant. On a dépassé déjà de 15 minutes. Donc merci à tous d'être restés, d'avoir été si nombreux et présents pour ce webinaire. On va faire les choses dans un deuxième temps, peut-être de collecter toutes les questions qui n'ont pas pu être traitées. On vous enverra dans un prochain mail en fait tous les éléments de réponse. Et puis, deuxième point important, donc la conférence a été enregistrée. Donc, on va pouvoir vous proposer dès la semaine prochaine de pouvoir visionner le replay. En tout cas, je voulais conclure en remerciant la qualité des interventions de tous nos intervenants du jour. On vous remercie grandement. Et puis, on vous dit à très bientôt pour un prochain événement en ligne. Encore une fois, merci à tous les organismes pour la réalisation de cet événement. Donc, du coup, le soutien du Codifab, CLT France, FIBOA Isère, FIBOA Aura, et donc du coup aussi le CNDB. On vous dit à très bientôt. N'hésitez pas de glisser vos petites questions dans le chat si besoin pour les dernières quelques minutes. On va les collecter et les traiter très rapidement. Merci beaucoup à vous.